Salut les magiciens, ici Totoru et bienvenue dans cette quatrième ronde du Weekly Viz dans laquelle on va voir s'affronter Aragorn contre Akiri Silas que je pilote. Sans plus attendre, c'est parti. Merci à Rebro qui nous montre sa main. Bon alors très brièvement, on n'a pas trop eu le temps de voir. Dans l'idée, il y avait quand même tout ce que souhaite Aragorn, à savoir de l'interaction et des menaces. Étant donné que c'est un deck plutôt mid-range, plus ou moins tempo en fonction des versions. De mon côté, je joue Akiri avec un partenariat Silas, donc en rajoutant le bleu et le noir. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais je pense que rajouter le noir apporte beaucoup plus que le vert, donc par rapport à Thrasios. Donc c'est un deck plutôt mid-range, axé sur des synergies avec les artefacts. En l'occurrence, c'est moi qui commence. Petit moment de réflexion, donc je suis en mulligan 6. Et je débute avec une Esper Sentinelle après avoir fetché. Et en fait, c'est directement un Mental Misstep qui est lancé du côté de Rebro pour venir check cette sentinelle qui aurait pu l'embêter, étant donné qu'il a tendance à lancer pas mal d'éphémères et de rituels, enfin de sortes non-créatures plutôt, et que ça aurait pu me faire un peu trop de card advantage. Donc au moins voilà, j'ai fait tomber une première interaction du côté de mon adversaire. Sachant que j'ai le play, j'ai plusieurs options. Je peux me permettre d'être assez proactif et profiter dans les 2-3 premiers tours du fait que mon adversaire n'aura pas nécessairement suffisamment de mana pour pouvoir lancer des sorts. Donc là, je me suis rendu compte que j'ai pioché un Teferi à 3 et que j'ai au moins une Memory Lapse en main, et Tef à 3 contre un deck qui veut jouer pas mal en éphémère et gagner de la tempo, ça s'avère être assez pertinent en général. Donc je fais ce que j'avais suggéré au début. Akiri dès le T2, elle est 0-3 certes, mais je dois avoir un paquet d'artefacts en main à déployer pour justement la faire grandir et pouvoir proposer une pression. Alors je débute avec un Talisman of Conviction. Pas de panique, encore une fois, les proxys étaient autorisés. J'ai reçu entre les deux mon talisman. Mais simplement je l'avais pas le soir où on a enregistré les parties, donc j'avais fait une proxy un peu à la va-vite sur un bout de papier. J'ai donc ma petite Akiri qui colle des mini dégâts de gratte. Et là en fait, je suis au tour 4, je me dégage avec 5 mana, et je vais pouvoir commencer à vraiment proposer des powerplay, ou alors une menace un petit peu plus faible en termes de mana, ainsi qu'un sort de protection, donc un contre ou un removal potentiel. Donc je débute avec un Teferi, qui est vraiment une carte clé du match-up. Je décide de perdre... non, rien du tout. De pas perdre un point de vie, puisque j'ajoute un incolore avec le talisman. Rebro propose un wash away, donc je commence par fetcher tranquillement, au cas où il y a un stifle ou quoi ou qu'est-ce. J'essaye déjà de résoudre mon fetch, et ensuite je lui annonce, mana leak, j'aimerais te contrer ton contre, à moins que tu payes 3. En l'occurrence, ça me permet de résoudre un Teferi, pour lequel il va falloir que je fasse quand même attention à bien le garder. Et le plan va être de faire, je pense, un +1, puisque notamment il n'y a rien en face. Et je ne suis pas non plus avec une ou deux cartes en main à vraiment chercher à faire à tout prix du card advantage. Je peux me permettre de faire un +1 pendant 1 à 2 tours, avant de commencer à tick down le TEF pour justement en profiter. Donc il débute à 4, voyons voir. Petit moment de shuffle. Effectivement, voilà. Je fais un +1, donc je le passe à 5. Avant de repasser le tour à mon adversaire. Mystic Gate, pour 4 mana. Wandering Emperor en rituel. Effectivement, il y a Teferi on board. Et là, on se faisait un peu la réflexion que Wandering Emperor contre une créature qui a la vigilance, c'est pas forcément terrible. Je regardais récemment la vidéo d'MTG Prime de Maximilien Khalil, et effectivement, il disait qu'il avait cut Wandering Emperor d'Aragorn, typiquement pour cette raison. Pour 3 mana, Pre-War Formalware, qui me permet de renvoyer en jeu une Esper Sentinelle qui a 3 de force. Là, ça commence à être une taxe assez conséquente.
assez content de cette ligne de play, sachant qu'en plus Joseph n'aurait pas pu y répondre. Donc je fais en l'occurrence le -3 qui agit un peu comme un anti-bet, qui permet de retirer la bestiole adverse pour pouvoir aller terminer la Wandering Emperor. Donc là, en termes de tempo, on est impeccable. Je fais à la fois de la pression plus de la disruption. Je réponds aux menaces qui sont proposées par mon adversaire tout en posant de mon côté. En l'occurrence, tout le package, enfin une majorité du package des cartes qui interagissent avec le cimetière, je les ai retirées pendant que Rebro joue son général, donc il récupère le monarque. Alors vous me direz ce que vous en pensez, je me suis amusé à faire des petites animations pour marquer qui était le monarque. Je disais donc le package des cartes avec le cimetière, j'ai réduit autant que possible, j'ai juste gardé Flash et Phoenix pour le moment. Étant donné que j'anticipe un certain pourcentage quand même de Ketramos qui vont être joués dans le format et être en l'occurrence des prédateurs naturels à Reanimator. Enfin, globalement, tout ce qui joue avec le cimetière. Fin de tour, j'en profite pour faire un Fetch Surveilland, blanc-noir en l'occurrence. J'ai déjà mes 2 rouges, je n'ai qu'un blanc, donc je veux mon deuxième blanc. Enfin, j'ai déjà un deuxième blanc avec le caillou, mais je préfère fixer mes couleurs autant que possible. Je refais un +1, je repasse Steph à 3. Pour 4 mana, Urza. Donc ça me permet de poser du board, passer mon Akiri à 4 de force, ce qui est vraiment quelque chose d'assez clé pour aller récupérer le monarque. En l'occurrence, je ne vais pas attaquer avec l'Esper Sentinelle, parce que je pense qu'elle est assez précieuse dans le fait de me faire du card advantage, même si elle a la vigilance. Donc phase d'attaque pour aller récupérer le monarque. Hop, on pique la couronne du roi. J'ai donc une belle flopée de mana, j'en ai au moins 5 à ma disposition avec la capacité d'Urza. Étape de fin pioche. Et j'ai pioché une Force of Will. Force of Will que je pourrais donc hardcast. Alors, important, le board management. Donc comment est-ce qu'on agence nos cartes pour que ce soit le plus lisible pour les 2 joueurs. Donc bien séparer les terrains des permanents. Je sais que j'ai tendance à faire glisser mes talismans qui ajoutent du mana dans mes terrains, mais c'est une mauvaise habitude qu'il faut éviter de prendre. Ou en tout cas, bien séparer les terrains des cailloux sur le côté. Et là, il y a pas mal de petits dilemmes quand même qui se posent pour mon adversaire, parce que j'ai quand même, mine de rien, 4 bloquants. Et donc là, mon adversaire joue son Teferi. Je paye 5 mana pour lancer une Force of Will, et effectivement, j'ai oublié de lui demander de payer 3 mana supplémentaires, pardon. Auquel cas je piocherai une carte. Tant pis pour moi, ça aurait été assez précieux de piocher cette carte étant donné que j'en avais plus beaucoup en main. Maintenant j'ai un board qui est quand même assez conséquent. J'ai un Teferi de mon côté. Pour le moment ça va bien. Alors pour 2 mana, qu'est-ce qu'il va me proposer? Petit moment de réflexion de la part de mon adversaire. Là honnêtement je me sens plutôt bien dans la partie. Hein. Sachant qu'Aragorn ne joue pas vraiment de Vras, voire pas du tout je crois. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte qu'effectivement Petty Theft c'est le deuxième éphémère, enfin sort nos créatures qui a été lancé. Donc je ne peux pas activer la capa d'Esper Sentinelle, tant pis pour moi. C'est comme ça qu'on retient aussi à bien faire ses triggers. Tant pis pour moi. Donc Akiri de retour en main. Et là, en fait, je me retrouve dans une situation où je n'ai plus qu'un seul bloquant. Donc Aragorn peut se permettre d'attaquer, dire qu'Urza ne pourra pas bloquer, et aller soit me coller 4, récupérer le monarque, soit tuer le Teferi qui l'embête pas mal. Donc on va voir.
Donc effectivement, il empêche Urza de bloquer et il vient infliger 4 points dans mon Teferi auquel il restait 3 marqueurs loyauté. Et a priori, voilà. Donc je garde le monarque étant donné qu'Aragorn ne m'a pas infligé de blessure, mais bien à mon général. Donc là je dégage avec une sacrée flopée de mana. On va voir comment est-ce que je peux m'arranger pour appuyer quand même la pression, parce que mine de rien, au tour précédent, Rebro a quand même réussi à stabiliser presque la partie. Donc pour 5 mana, je pense que je vais faire un coup d'Urza, puisque dans tous les cas j'aurai assez de mana pour pouvoir relancer mon général. Donc je mélange ma bibliothèque, j'exile la carte du dessus et jusqu'à la fin du tour, je peux la jouer sans payer son coup de mana. Donc j'ai quelque chose comme 8 contres qui seraient vraiment blancs, mais le reste de mes cartes, c'est soit des removals qui vont pouvoir toucher... Ouais, voilà. Bon bah tant pis, j'ai été puni. 5 mana, do nothing. C'est pas terrible. Donc c'est une mana Tice qui est révélée, donc techniquement je peux la jouer jusqu'à la fin du tour. Maintenant, ça sert pas à grand chose. Je joue un terrain. Il me semble qu'à ce moment-là, en plus, j'ai un No More Lies en main. Et que avec la capacité d'Urza, j'ai 5 mana. Donc je pourrais en garder... Voilà, ça on le voit. Je pourrais garder donc un mana bleu en engageant un artefact, un mana blanc avec mon talisman, et les 2 manas en bas me permettraient de rejouer Akiri. Donc je commence gentiment par faire une phase d'attaque. Donc j'ai bien 1, 2, 3, 4 artefacts. Donc il faut que je fasse attention à ce qu'il n'y ait pas par exemple une solitude sur mon Esper Sentinelle qui passerait le Construct à 3, du coup il bloque, il regagne 4, ou ça pourrait être une perte très forte en tempo. Mais bon, heureusement, c'est pas le cas. De toute façon, je pense que s'il avait une solitude, il l'aurait fait plus tôt. Donc là, on refait un petit point au niveau des points de vie, justement. Je crois que j'avais oublié un point de mon côté, je me voyais à 16, mais j'étais à 15. Des broutilles. Donc je fetch. Et là, à ce moment-là, j'ai envie d'avoir un mana blanc-bleu. J'ai déjà ma Taiga, non, ma Tundra, je confonds tout le temps. J'ai déjà ma Tundra qui est on board. Donc je vais chercher le Ravland. Et je perds 2 points de vie supplémentaires. Il me semble que c'est bien ça. Je paye donc mes 2 points de vie. Je passe à 13. On est quand même sur un bel échange de ressources des deux côtés. Le fait d'avoir résolu Teferi, donc en ayant un contre-backup pour passer à travers sa contre-magie, c'était quand même assez impactant dans cette partie. Donc, je relance mon Akiri. Alors qu'on a un tremblement de terre avec quelqu'un qui passe à côté et qui renverse tout le setup. C'est pas grave, ça c'est à peu près repositionné. Et j'ai donc une Akiri qui est de la même taille que la Construct. Normal, ils ont quasiment le même texte. Là, je me sens plutôt bien. J'ai 2 mana up. C'est ça. Donc avec mon petit talisman et le Esper Sentinelle qui peut être lancé, enfin engagé pour faire du mana. Donc je peux contrer à moins qu'on paye 3. Et là je vois un Hull Breacher avec 3 mana up, je suis là, aïe, ça va faire mal. Parce que pour rappel, Hull Breacher, quand l'adversaire a le monarque, ça fait de la value, et quand on a le monarque, ça fait de la value, vu qu'on pioche. Donc Hull Breacher, là il est quand même assez embêtant. Dans le sens où je n'ai pas de réponse immédiate. Après, au prochain tour, étant donné la quantité
astronomique de mana que j'ai, je peux presque faire 2 activations d'Urza pour essayer d'aller creuser dans une interaction. Phase d'attaque, il empêche Aragorn de bloquer. Donc là, j'ai plusieurs options. Soit je laisse passer, je rends le monarque, soit je double bloc. A priori, c'est ce que je décide de faire. Je double bloc parce que ça permet à mon adversaire de n'en tuer qu'une des deux, vu que j'ai une 3-3 et une 1-4. Et là, il essaye de... Pardon. Il essaye d'infliger des blessures à... Bon, alors là, il y a une petite incompréhension de ma part. J'avais oublié que c'était un effet de remplacement Hullbreacher. Et je pensais que c'était en plus, il mettait un trésor. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'en avais pas affronté. Et étant donné qu'il a lancé un sort non créature, il ne paye pas le mana, donc je pioche. Donc il récupère un trésor. Et ça lui permet de lancer un counter spell sur le contre que j'ai lancé. Donc là, on est sur une séquence quand même assez costaud en termes de piles. Et pour rappel, Esper Sentinelle, c'est pas un Yumei, la draw. Donc j'étais obligé de piocher. Mon adversaire décide de tuer Urza. En fait, il a infligé 2 blessures dans l'Esper Sentinelle, qui au final se retrouve avec 1 d'endurance. Et il a décidé de coller 4 dans Urza. Donc là, il a un peu fumble au niveau de la résolution de son sort. Mais globalement, c'est quand même assez embêtant. Donc là, il faut que je me dépatouille. Pardon. Pour aller gérer ce Hullbreacher. Je pose un Ghost Vacuum pour venir... on va littéralement faire un petit coup de ménage dans son cimetière. Ça me permet en plus d'augmenter ma cloque. Et je pense que dans cette situation, j'ai envie d'attaquer avec tout mon board. Parce que j'ai 2 créatures avec la vigilance. Vigilance, on a dit, exactement. Hop, phase d'attaque avec les 3. Et si jamais l'adversaire prend le trade sur l'Esper Sentinelle, moi je suis ok parce que le Hullbreacher il m'embête pas mal. Donc je lui inflige 13. Sachant qu'il était à 16, il passe à 3. Je sais plus s'il était à 2 ou à 3 à ce moment-là. Il me semble me souvenir qu'il était à 3, mais dans le recalcul des points de vie, a priori, il était à 2. A priori, dans le recalcul des points de vie, il était à 3. Donc, étape de fin. Mon adversaire prend un nouveau trésor. Ça va lui permettre de relancer son général avec potentiellement une interaction. Mais on voit, donc effectivement, c'est le cas. Je perds le monarque, je lui rends. Hop. On voit qu'il y a un Denick dans la main de Robro qu'il avait a priori en main de départ et qu'il n'a pas eu l'opportunité de déployer pendant toute cette partie. Donc il me dit fin de tour, pioche. Et je fais, attends, 2 secondes, activation de Ghost Vacuum. Je lui retire son Wash Away parce que je sais qu'il joue potentiellement Snapcaster Mage. Bon, on va lui retirer le Hard Counter. J'aurais pu même retirer Counter Spell, mais finalement j'ai fait celui-là. Pour le peu que ça change. Voyons voir, pour 2 mana, je lance un Talisman of Dominance. Et a priori, j'ai poil pile le létal. Parce que même si mon adversaire bloque les 2 plus grandes, il prend 3. Il passera 4 si jamais il bloque comme ça. Mais du coup, il a plus de board. J'ai récupéré le monarque. En termes de tempo, c'est un peu complexe. En plus, il décide de bloquer de façon à garder son Aragorn. Je lui dis, t'es sûr? Il me dit, oui. Moi, je dis, bon, t'es mort. Donc effectivement, là, ça a infligé pile poil le létal. C'est donc Robro qui commence la deuxième partie. Avec une Bloodstainmire full art. On voit que le petit Urza a l'air de m'apprécier, puisque je l'ai encore en main de départ. Cette fois-ci, je fais une Hallowed Fountain tapped. Je dois avoir une Swords to Plowshares, il me semble. J'ai pas bien vu les cartes que j'avais en main. Une Volcanic Island. J'essaye de décrypter ma main en même temps. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il faudrait potentiellement que je fasse, de noter un peu les cartes en main que j'ai, parce que je suis pas censé avoir l'info des cartes en main adverses. Je
Je sais que Rebro par rapport à ça il est cool, c'est qu'en général il monte sa main à la caméra pour qu'on puisse donner l'information pour vous les viewers. Prismatic Vista qui est joué du côté de Rebro. Volcanic Island, je peux techniquement jouer mon général. Petit moment de réflexion, est-ce que je joue mon caillou? Est-ce que je lance autre chose? Donc en l'occurrence c'est le caillou bleu-rouge. Qui va être contré avec un spell snare et je lui dis non, j'aimerais bien le résoudre, mental misstep. Je sais pas à quel point j'aurais dû me battre sur le caillou, mais je pense que c'est assez important de se développer en mana, en tout cas dans ma version. Donc fin de mon tour, avec la Prismatic Vista, il va chercher une plaine de base. On fait un petit shortcut pour qu'il aille chercher un terrain en plus, une plaine en plus, étant donné que je contrôle autant de terrain que lui. Donc il me semble qu'il est parti chercher sa toundra. Donc bilan de blanc-bleu. Thais qui est une carte quand même assez puissante dans le sens où si jamais on ne commence pas la partie ou alors qu'on fait une death, ça nous permet en général de rattraper notre retard en termes de mana. Et ce pour la modique somme de un petit mana blanc. Donc vraiment, si vous avez de la place dans votre deck, je vous recommande vraiment de la jouer. Et que vous l'avez bien sûr à votre disposition. Je sais pas si c'est réserve list, mais en tout cas ça n'a pas été réédité il me semble. C'est que en Vision. On reprend le cours de la partie. J'ai rattrapé du coup avec mon petit caillou le retard de 1 mana que j'avais. Je décide pour 2 de jouer mon général. Et il me semble que j'ai un Galvanic Blast en main. Donc Snapcaster Mage qui va venir flashback le Spell Snare. Je crois qu'à ce moment-là, j'ai une Force of Will, mais je me dis, pouah, c'est vraiment énervé de vouloir claquer une Force of Will là-dedans. Akiri attendra. Et a priori, je n'ai pas mon 3ème mana. Ouais, donc voilà, là je suis dans la sauce. Ah oui, d'accord, donc c'est pour ça que je me suis battu sur le caillou dès le premier tour. Donc, en général, quand on n'a pas de terrain, ça veut dire qu'on a une main qui est chargée. En l'occurrence, la mienne, là, elle est pas dégueu. Donc on a Urza, Force of Will, Raffine, Psychic Frog, Diada et Galvanic Blast. Donc je suis là, j'attends mon dernier terrain là. En l'occurrence, j'ai pas mon mana noir pour jouer Raffine. Donc en fait, ma main c'est vraiment Galvanic Blast et faux quoi. Je peux pas jouer Raffine, Psychic Frog ou Diada. Maintenant je sais que j'ai une ribambelle de... Donc voilà, donc il force quand même le play que je fasse Force of Will avec son général. J'ai quand même une ribambelle de fetch et de cailloux pour aller chercher mon mana noir. Et je sais que là... Pardon, bon bah voilà, écoutez, hein, que demande le peuple. Ça c'est un Polluted Delta. Que j'avais remporté au DTC, alors je crois que c'était le 14 bis, quand j'avais remporté le DTC. Donc petit instant promo. Là on n'est pas dans le Weekly Viz, mais on n'est pas dans le DTC, mais on est dans le Weekly Viz. Il y a, donc pour nos amis proches de la Normandie, on a un DTC qui aura lieu, il me semble, le week-end prochain. Donc j'ai plus exactement les dates en tête, mais je vous partagerai la communication en commentaire, je pense. Vraiment, ça nous ferait plaisir de vous accueillir au DTC. En plus, je serai là pour enregistrer les parties, donc c'est chouette. Si vous voulez qu'on se rencontre ou que vous fassiez un tournoi vraiment chouette, je vous invite à venir au DTC. Mini instant promo, pendant que je claque ma meilleure Diada -3. Hop, Diada, elle est gratuite. J'ai décidé de ne pas prendre le Aragorn, parce que j'avais besoin du 3ème mana, vu qu'il avait pitché ma Raffine.
Donc je mets même pas les trésors on board puisque je les utilise immédiatement pour jouer Urza, qui me permet d'avoir une Construct qui est 2-2, puisqu'il y a un petit caillou qui est planqué. Bou bou bou, c'est pas bien. Alors pour un mana, on fait rien du tout. Petit moment de réflexion de la part de l'adversaire. On dirait qu'il a l'intention d'attaquer avec son général, avec son Snapcaster. Alors là, je pense qu'il bluffait quelque chose. Il attaquait Diada, donc je dis bah je bloque avec Urza. Au pire, je me prends Bolt ou Choc, je m'en fous. Voilà, donc en l'occurrence, c'est une Unholy Hit. Et j'ai pas fait le calcul, mais il me semble qu'il me disait qu'il avait le Delirium à ce moment-là. Donc dans tous les cas, Urza, il aurait giclé quoi. Hop, là je pense que je peux relancer un général. Je relance mon général, peut-être bien même en engageant la Construct. Ah bah non, je suis bête, il n'y a plus Urza. Non, j'ai rien dit. Phase d'attaque pour 2. À voir si je décide de garder les doubles spells. Ah oui, non, d'accord, je comprends mieux. Donc pour 4 mana, Akiri. J'ai mon rouge et mon blanc dans le tas. Alors je sais plus trop ce qu'on se disait à ce moment-là, mais peu importe. Je relance mon général, je vais faire un +2. Alors déjà, je relance mon général. Ouais, donc voilà, donc Remand. Là, je suis un peu embêté parce que je peux pas relancer mon général. C'est pas grave, je fais quand même un +2 dans le vent. Pour pouvoir refaire un -3 au prochain tour, donc refaire de la value. Diada, pour ça, c'est vraiment un walker, même, c'était complètement oppressant en command zone, mais même main deck dans Akiri Silas, c'est vraiment, mais c'est une pure pépite. Ça coche toutes les cases de ce qu'on veut. Petite Mystic Gate, je crois. Je sais plus comment il s'appelle ce terrain-là. Fin de tour fetch, donc a priori dans un Surveil Land. Soit le bleu-blanc, soit le bleu-rouge. Bleu-blanc. Donc l'idée aussi, dans mon deck, je joue Flage. Donc quand j'ai le choix, je préfère prioriser le blanc et le rouge. Sachant qu'en plus c'est les couleurs de mon général, donc en fait ça me coûte vraiment pas grand chose. Par contre ce que je vais essayer d'éviter, c'est d'aller chercher des bilans de bleu-noir. En l'occurrence je ne joue que UC, parce que c'est un bilan, en terrain vraiment purement bleu et noir. Parce que ça me permet pas de lancer mon général et ça me permet pas de relancer Flage depuis le cimetière. Encore une fois, le petit talisman de conviction qui me permet de faire grandir mon Construct. Là j'ai le choix, soit je fais un -3 de Diada pour poser 4 trésors en plus. Je me dis je préfère y aller tranquillou. Dans tous les cas, ça change pas vraiment la cloque. Puisque j'ai mes 3... je peux faire une Galvanic Blast face, au pire des cas. Soit j'attends son général pour le blaster et récupérer le monarque derrière. Soit je pourrais lui mettre face si jamais il se développe pas assez. Ou gérer quelques créatures qu'il aurait pu lancer entre les deux. Donc je prends 1, je relance Akiri pour 2. Pour 2 mana. Remand. Et j'avais payé intelligemment en anticipant le fait que potentiellement je voudrais soit lancer mon frog, soit relancer Akiri si elle se prenait Remand Reprieve. Et donc là, on arrive sur une carte qui est merveilleuse, Invert Polarity. Voilà, on adore. Donc j'ai mis mon général entre les deux. Et il a remporté, bravo, tu remportes une 0-3 Initiative Vigilance, dont tu n'auras pas grand chose à faire. Et vous voyez, j'en parle en général, mais l'importance de lancer les sorts en main phase 2, surtout s'ils n'ont pas d'impact pendant la phase d'attaque. Parce que là, si jamais j'avais lancé mon Akiri en main phase 1, qu'il me l'avait Invert Polarity qu'il avait récupéré, ça lui aurait fait un bloqueur
pour pouvoir relancer. Alors je sais même pas s'il aurait bloqué parce qu'il n'aurait pas forcément eu envie de me la rendre, mais ça lui aurait donné potentiellement un bloqueur pour mon Construct, et ça aurait pu être vraiment problématique. Donc je profite du fait qu'il reste plus qu'un mana du côté de Rebro. Je me suis dit, bon, si la mana taille c'est vraiment qu'il est goldé, on va être un peu serré. Ah bah non, j'ai rien dit, pardon. Il me restait un trésor. Il me reste donc un trésor pour pouvoir lancer une Galvanic Blast. Et même en sacrifiant mon trésor, étant donné que j'ai les deux petits talismans en bas et la Construct, j'ai toujours ma maîtrise des métaux pour pouvoir infliger 4 blessures. Et j'ai récupéré une Breya, je ne sais même pas si je l'ai mentionné, mais pour 4 mana Aragorn, avec une Windswept East qui est jouée. Donc là je pense concrètement, soit en fin de tour, soit à mon tour, je vais lui blaster son truc. Je sais plus s'il lui reste des cartes en main. Je pense que pour éviter... Pardon. Pour éviter de me prendre une vieille Mana Tice qui pourrait vraiment être dévastatrice, j'attends un tour, sachant que ça change rien vu que j'aurais payé avec le trésor. Donc je préfère le garder en plus. Et si jamais j'arrive à résoudre Breya, je peux même lui faire -4/-4 sur le Aragorn. Donc là je suis dans une situation où je pense qu'il y a un puzzle à résoudre, mais j'ai moyen d'avoir le létal dans le tour. Donc il me semble que c'est un peu les calculs qu'on est en train de faire avec Joseph. Donc je commence déjà pour... Ah non, pas pour un mana. Pour 4 mana. Breya. Voyons voir si ça résout. Ça effectivement c'est peut-être un peu plus une carte qu'il aurait bien aimé Invert Polarity. Donc Breya, ce qui me rajoute 2 de force sur ma Construct qui passe 7. Alors je revérifie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus elle-même 7. C'est ça, 7. Plus 2 sur Breya. La vidéo a décidé de couper pile poil au bon moment. J'ai fait une phase d'attaque. Effectivement, il y avait pile poil le létal. En effet, sur ces vidéos, j'ai eu quelques petits soucis au niveau de la batterie. C'est solutionné dans les prochaines. J'espère que c'était tout de même intéressant. Je vais revenir bientôt pour les quarts de finale du DTC janvier, où on va voir s'affronter, c'était Glarb contre Thrasios Ravos. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Totoru pour l'antre du deck.